Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'Afrique célèbre la journée internationale des droits de l'homme. 52 États du continent ont ratifié la Charte africaine des droits de l'homme. Quelle est la situation sur le continent? Élément de réponse dans cette édition. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe prépare activement sa succession. Un nouveau vice-président vient d'être nommé. Robert Mugabe a limogé ce mardi sa vice-présidente ainsi que 8 ministres proches d'elle. Oscar Pistorius sera rejugé en appel. Le procès du champion paralympique sud-africain condamné à 5 ans de prison pour avoir abattu sa petite amie sera réexaminé à la demande du parquet. Quelle est la situation des droits de l'homme en Afrique? La question se pose en ce 10 décembre où le monde célèbre les droits humains. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée en 1981. À ce jour, elle est ratifiée par 52 États. Mais pour les défenseurs des droits de l'homme, des progrès restent encore à faire. Explication Marina Vanier. 10 décembre 1948, 10 décembre 2014, cela fait 66 ans que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, un instrument dont l'objectif est de garantir et de protéger les droits fondamentaux. Mais quel est leur état sur le continent? Pour beaucoup d'observateurs, les pays africains connaissent depuis quelques années une progression sans précédent dans la promotion, la protection des droits de l'homme. Le processus de démocratisation amorcé dans les années 90 connaît des succès dans la garantie des droits fondamentaux. Nous sommes dans des États de plus en plus démocratiques où le respect de la dignité humaine et le respect des droits de l'homme est une réalité. Dans chacun des pays, il y a un ministère chargé des droits de l'homme, souvent une commission consultative très indépendante qui s'occupe des droits de l'homme. Et je ne vous dis même pas la flopée d'ONG dont le travail est de s'occuper du respect et de l'observation des droits de l'homme. L'État africain aujourd'hui, sans doute, peut s'améliorer, mais il est aujourd'hui absolument spectaculaire et les Africains n'ont pas tellement à rougir parce que les avancées sont réelles. Mais si le continent a fait d'énormes progrès quant à la protection des droits civils et politiques, beaucoup reste cependant à faire quant aux droits consacrés, notamment ceux proclamés dans le protocole additionnel relatif aux droits économiques et sociaux. Au niveau économique également, le problème est resté plutôt mitigé. Mais je vous dis qu'entre la naissance de cette volonté d'avoir des droits de l'homme pour l'homme africain et aujourd'hui, malheureusement, oui, très malheureusement, il y a eu une régression. Mais le droit le plus sacré de l'être humain, qui est le droit à la vie, est le plus banalisé sur notre continent. La journée est célébrée depuis le 10 décembre 1948 en l'honneur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rappelons que pour beaucoup d'analystes, le continent africain est celui qui s'est doté du meilleur instrument de promotion des droits fondamentaux. Il s'agit de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Reste à se doter de politiques et de juridictions efficaces pour une meilleure protection des droits consacrés dans cette charte adoptée en 1981 à Nairobi au Kenya. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a nommé ce mercredi le ministre de la Justice comme nouveau vice-président. Mardi, il avait limogé sa vice-présidente Joyce Mujuru ainsi que 8 ministres proches d'elle. Par ailleurs, le président zimbabwéen au pouvoir depuis 1980 a officiellement placé ce samedi son épouse Grace dans la course à sa succession en la déclarant secrétaire aux affaires féminines du parti au pouvoir de la ZANU-PF. Les développements d'Ibra Khadine Ndiaye. Au Zimbabwe, la vice-présidente limogée. Certains observateurs parlent d'une véritable purge politique. Le président Robert Mugabe a congédié mardi 9 décembre sa vice-présidente Mme Joyce Mujuru, avec qui il était en conflit. 8 autres ministres proches de la vice-présidente ont également été écartés. Le limogeage de la vice-présidente, c'est une manière pour lui de se débarrasser d'une personnalité qui aurait pu lui succéder. Donc je pense qu'il est en train de choisir quelles seront les personnalités à lui succéder. Donc on voit très bien que c'est toute une branche de la ZANU-PF qui est mise de côté. Et il est très probable que ce soit la branche favorable à Mme Mugabe, Grace, qui soit en mesure de succéder à Robert Mugabe. Et sans doute, cela va permettre à Joyce Mujuru de se poser d'une part comme une victime du régime et également sans doute de lancer sa campagne, sa propre campagne à elle, en prévision de la succession de Mugabe. Seulement voilà, en décidant d'écarter un poids lourd du parti ZANU-PF, Joyce Mujuru, le président Mugabe risque de lui accorder plus de sympathie auprès de la population.
La ZANU-PF connaît certes des divisions depuis plusieurs années, mais cette décision politique est lourde de conséquences. La dernière décision du président Mugabe relève en réalité plus de la folie qu'autre chose. En réalité, voilà un homme qui a marqué son temps, qui a marqué son histoire et qui, en définitive, n'est plus capable, hélas, de comprendre la situation réelle dans laquelle se trouve son pays. C'est-à-dire qu'en définitive, nous sommes dans une fin de règne complètement pathétique d'un grand homme qui a vécu grand, qui a dirigé grand et finit malheureusement pas du tout comme il aurait pu vivre. Cette décision, encore une fois, marque la crise profonde, politique profonde dans laquelle se trouve le Zimbabwe. Les Africains, les pères africains regardent ça de façon absolument triste. Les voisins sud-africains sont de ce point de vue complètement gênés. Voilà un homme qui a été soutenu par Thabo Mbeki pendant tellement longtemps et qui, en définitive, se trouve dans une situation où l'improvisation laisse place malheureusement au calcul et à l'intelligence politique. Le dernier mandat du chef de l'État, Robert Mugabe, s'achève en 2018. La première dame, Grace Mugabe, nourrit l'ambition de diriger le Zimbabwe. Sa nomination à la présidence de la Ligue féminine du parti lui permet automatiquement d'entrer au bureau politique du mouvement, dont elle était jusque-là simple membre. En République démocratique du Congo, l'opposition reste réservée quant aux marges de manœuvre du nouveau gouvernement de Matata Ponyo. Même si le Premier ministre est maintenu à son poste, il va désormais devoir composer avec des poids lourds politiques. Beaucoup s'interrogent sur sa capacité à gouverner dans ces conditions. Écoutez la réaction de Sami Badibanga, président du groupe parlementaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous savez qu'on n'avait pas participé aux concertations nationales, donc nous ne faisons pas du tout partie de ce gouvernement. Ce gouvernement, on le considère toujours pas comme étant un gouvernement de cohésion nationale parce que la majorité a plutôt procédé au débauchage de certains acteurs politiques dans différents partis politiques. Et donc, ça va plutôt entraîner une réaction rigide de la part de ces différents partis politiques. Ça sera plutôt la désunion qui va aller encore plus loin plutôt qu'une cohésion. C'est vrai qu'ils ont eu quelques partenaires qui sont passés maintenant de l'opposition à la majorité. Ça, nous sommes tout à fait d'accord parce que là, Kabila a nettoyé en fait les écuries pour l'opposition. Au Cameroun, à l'issue du Conseil des ministres tenu ce mardi, le chef de l'État Paul Biya a annoncé le lancement d'un plan d'urgence de 3 ans, effectif dès le premier trimestre 2015. L'enveloppe budgétaire est de 925 milliards de francs CFA. L'exécutif camerounais souhaite par ce biais accélérer la croissance économique du pays. Écoutez l'analyse faite par notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bon, la décision du président de la République, M. Paul Biya, obéit à une logique. C'est qu'il y a un constat simple qui a été posé, c'est que les actions qui ont été mises en place jusque-là en termes d'investissement infrastructurel n'ont pas apporté ce qu'il attendait. Donc, le fait de remettre en place, si vous voulez, un budget spécifique pour pouvoir accélérer les choses, c'est une stratégie qui vise à accélérer le mouvement qui a été mise en place, puisque le constat initial qui est fait par lui, c'est que les choses n'ont pas avancé. Donc je pense que cette manne-là qui s'élève à environ 900 milliards de francs va sûrement aller favoriser tout ce qui est le secteur agricole, la formation des jeunes, tout ce qui est les nouvelles technologies pour essayer de sortir le pays de cette léthargie-là dans laquelle l'économie se trouve à l'heure actuelle, puisque on constate que dans la plupart des économies africaines, comme nous le disons souvent, vous avez une croissance qu'on annonce par rapport aux indicateurs globaux, mais dans la réalité, on ne voit pas, si vous voulez, le développement des individus. En Afrique du Sud, la condamnation d'Oscar Pistorius va être réexaminée en appel. Le parquet a fait appel de la condamnation pour homicide involontaire de l'athlète sud-africain qu'il entend requalifier en meurtre. Ibrahim Ndiaye. Le coureur sud-africain Oscar Pistorius sera jugé en appel. Le parquet estimait que le verdict de 5 ans de prison pour homicide involontaire sur sa petite amie Riva Stemkamp le 14 février 2013 était trop clément.
Le verdict divise la nation arc-en-ciel aujourd'hui encore et demeure choquant aux yeux de nombreux Sud-Africains ainsi que pour les associations de défense des droits des femmes. D'autant plus que le champion paralympique pourrait ne pas purger l'intégralité de cette peine de 5 ans. Je pense qu'il n'aurait pas dû faire appel de la décision. 5 ans de prison, ce n'est pas beaucoup. Ce serait injuste s'il venait à être condamné moins que ça. D'autant que c'est un événement dramatique pour la famille de se retrouver à nouveau embarqué dans ce drame. Ils ont déjà dû le faire une fois. Ils devraient en avoir fini au lieu de ressasser ce qui s'est produit. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que le risque est que la vérité pourrait éclater et qu'il pourrait être jugé et condamné à une peine plus sévère. Le parquet avait demandé le 4 novembre 2014 à ce que l'affaire soit revue par la Cour suprême. Selon lui, Oscar Pistorius aurait dû être condamné pour meurtre et non pour violence ayant entraîné la mort. Rappelons que selon la loi sud-africaine, l'affaire ne pourra pas être rejugée sur le fond. L'appel ne peut porter que sur une erreur d'interprétation de la loi. Ce nouveau procès devant la Haute Cour d'appel risque de tenir en haleine à nouveau l'Afrique du Sud, et pas seulement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.